Okay, here we are today with Nassim Haramein. He's a scientist and he's done wonderful discoveries and contribution for humanity. Bien, nous sommes aujourd'hui avec Nassim Haramein, un scientifique qui a fait de merveilleuses découvertes et qui est au service de l'humanité. Nous allons parler de choses très intéressantes, mais je voudrais commencer cette interview par remercier Nassim Haramein pour tout le temps qu'il a consacré à beaucoup de choses que nous sommes nombreux à ne pas comprendre, des choses telles que la physique, les anciennes civilisations et autres sujets similaires. Je voudrais aussi remercier Nassim Haramein pour ses recherches qui lui ont permis de trouver de merveilleuses théories. Peut-être l'une des théories les plus importantes serait la géométrie du vide. Vous me dites si ce n'est pas ça, parce que je n'ai pas les mots scientifiques qu'il faut. Il a décodé donc la théorie du champ d'Einstein ou la théorie de l'unification. Oui, c'est bien ça, la théorie de l'unification. Nous allons donc parler de ces choses. Je voudrais de mon côté comprendre ce qu'il y a de si important dans les découvertes que vous avez faites au sujet du vide et de la géométrie du vide. Car vous savez, la plupart des gens sont des novices et ne savent pas ce qu'est le vide. Et plus important encore, qu'y a-t-il à comprendre à ce sujet? Quel rapport y a-t-il entre la géométrie et le vide et en quoi ces deux choses peuvent impacter la conscience de l'humanité? Bien, ça c'est vraiment une grande question. Vous savez, en physique et certainement pour la théorie quantique, lorsque nous avons examiné l'espace, lorsque nous avons examiné le vide à l'intérieur d'un atome que vous pouvez considérer comme la structure spatio-temporelle d'un atome, nous avons trouvé que cet espace était en réalité fait d'une quantité presque infinie d'énergie fluctuante. Ce qui veut dire que le vide, au niveau quantique, n'est pas du tout vide, c'est plein. Mais également à une échelle plus large, à l'échelle cosmologique. Lorsque nous avons examiné le vide de l'espace, nous avons aussi trouvé qu'il n'y avait pas de vide, mais qu'il existait une force qui est à l'origine de l'accélération et de l'extension de notre univers. Il est par conséquent faux de parler du vide comme s'il s'agissait de quelque chose où il n'y a rien. En fait, c'est le mot lui-même qui induit en erreur et nous fait croire que le vide est l'équivalent du rien. Il se trouve que l'énergie à l'intérieur du vide est extrêmement dense. On l'a normalisé en lui attribuant une valeur numérique de 10,93 grammes par centimètre cube, mais en réalité, l'équation nous dit que cette énergie est infiniment plus dense. Et donc, lorsque j'ai découvert ça, il est devenu évident pour moi que c'est le vide, la structure de l'espace qui fabrique la matière, que ce n'est pas la matière qui définit l'espace, mais l'espace qui définit la matière. Et lorsque j'ai commencé à penser de cette façon, cette théorie m'a fait découvrir plein de choses étonnantes. L'une d'elles concerne l'unification des différentes forces. En effet, en physique, il existe un gros problème, à savoir que nous avons la théorie quantique qui traite du monde microscopique et nous avons des équations relativistes, c'est-à-dire les équations d'Einstein qui traitent du monde macroscopique, mais les deux théories ne coïncident pas. Nous essayons depuis longtemps de faire coïncider les deux théories et puisque le monde macroscopique est fait du monde microscopique, il doit y avoir une théorie qui connecte le tout et qui serait justement la théorie du champ unifié. Et c'est très important car si nous comprenons la nature du lien entre les choses et comment le tout marche ensemble, nous serons alors en mesure de comprendre les principes fondamentaux de la création. Et lorsque nous comprenons les principes fondamentaux de la création, nous pourrons développer des technologies qui pourraient complètement changer notre système de pensée. Je veux parler d'une technologie qui pourrait nous emmener vers les étoiles, vers notre système solaire, vers d'autres galaxies, voire peut-être vers des univers multiples. Mais de quoi s'agit-il quand vous parlez de la théorie de l'unification? Je veux dire, où est la place de l'unification dans cette théorie?
when I start to look at the material world as a function of this energy that's in the space. Bien, sans aller trop loin dans les détails, lorsque j'ai commencé à considérer le monde matériel comme une fonction de l'énergie qui se trouve dans l'espace, je me suis dit que si l'énergie qui est dans l'espace est infinie, et puisqu'il y a beaucoup d'espace dans un atome étant fait de 99,99999% d'espace, ce qui veut dire que le monde matériel qui nous entoure est dans sa presque totalité composé d'espace, il doit donc y avoir, me suis-je dit, une quantité infinie d'énergie dans l'atome, une quantité infinie de masse, ou du moins une très grande quantité, d'accord, à cause de l'énergie qui se trouve dans le vide. Et je me suis alors rendu compte que si l'on divisait l'atome en des particules toujours plus petites, on obtiendrait des particules 10 fois plus petites que l'atome, mais nous ne ferions en fait que diviser l'espace lui-même. Nous ne ferions que diviser le vide. C'est-à-dire que l'atome n'est en fait qu'une fonction, une oscillation du vide lui-même. C'est comme le vortex d'un bassin où l'eau du bassin serait l'énergie qui se trouve dans le vide et le petit vortex serait ce que nous voyons comme un atome, celui-ci ne sachant pas en réalité qu'il est lui-même fait d'espace. Et lorsque j'ai commencé à penser de cette manière, l'atome a commencé à me paraître davantage comme une singularité, comme un trou noir, comme un point d'une densité infinie puisqu'il est divisible à l'infini. J'ai donc commencé à considérer l'atome comme un mini-trou noir. Et j'ai dessiné la carte qui décrit tout cela. Un mini-trou noir qui échange son énergie avec l'espace, avec le vide, qui lui-même renvoie cette énergie dans ce trou noir. De cette façon, vous avez le côté radiatif, le champ électromagnétique, et le côté contractif, le champ gravitationnel. Et lorsque j'ai fait ça, lorsque j'ai considéré l'atome comme s'il s'agissait d'un mini-trou noir, avec l'équation d'Einstein, les chiffres coïncidaient. Je veux dire que j'obtenais le bon moment d'interaction, le bon déca, le bon moment magnétique, etc. Et dans une étude que je suis sur le point de publier, j'ai résolu davantage de ces équations et j'ai montré qu'on pouvait obtenir la bonne masse exacte pour les protons. Pour un proton d'un trou noir où toute la masse noire se trouve à l'intérieur du proton alors que de l'extérieur nous mesurons une masse différente parce que nous sommes à l'extérieur du trou noir. Ce qui veut dire que nous mesurons une masse moins importante, etc. Et lorsque vous faites ça, vous éliminez soudainement de nombreux problèmes qui rendaient difficile l'unification de la théorie quantique et des équations relativistes. Car soudain, vous voyez que vous traitez le tout en tant que structure d'un trou noir. Donc d'une manière ou d'une autre, le microphysique et le macrophysique se sont rejoints dans un point de singularité. C'est tout à fait ça, en montrant que chaque point est connecté à tous les autres points par la structure du vide qui entoure le tout. On peut parler d'oscillation ou de vibration, c'est la même chose? C'est exact. Donc, nous sommes tous connectés par des vibrations. Si nous, ainsi que tout ce qui existe autour de nous, et que nous appelons le monde matériel, sommes faits d'atomes, sommes-nous à ce moment-là tous des trous noirs? Sommes-nous donc tous faits que de vide? C'est vrai, nous sommes faits de 99,99999% de vide. Mon vide est peut-être plus rempli que le vôtre. Oui, et tout ce qu'on voit, tout ce qui donne aux objets l'impression d'être solides, c'est une petite vibration électromagnétique de l'espace lui-même. Et donc les ondes entrent en collision les unes contre les autres, alors les objets ont l'air d'être solides et qu'on ne peut pas passer la main à travers. Mais en réalité, il s'agit d'une vibration de l'espace. Donc, en fin de compte, quelqu'un qui maîtrise l'énergie peut réellement passer sa main à travers un objet? Oui, si vous pouvez faire correspondre la phase d'oscillation de votre main
à la phase d'oscillation de l'objet, vous pourrez passer votre main à travers. C'est tout à fait exact. And how would a person do that? Et comment pourrions-nous faire ça? Je dis nous parce que c'est plus nous qui pouvons le faire plutôt que l'objet. Yes, this leads to really what is consciousness. Oui, ça nous amène au sujet de ce qu'est la conscience, et c'est l'une des parties intéressantes de mes recherches, à savoir que si tout ce qui existe oscille et alimente la structure du vide, qui alimente à son tour le système par de l'information, vous obtenez un retour d'information en boucle, qui est la conscience. And so then you realize that actually you are Et vous vous rendez alors compte que vous influencez le vide, que vous influencez ces oscillations. Donc, si l'on a quelqu'un qui maîtrise vraiment bien l'énergie, comme les maîtres du Qi, quand les gens parlent du Qi, Like flying Comme ceux qui arrivent à voler, qui maîtrisent l'énergie, comme l'on voit dans certains films. That's right. They do all oui, et qui font toutes ces choses. Vous savez, il y a eu de si nombreux maîtres dans le monde entier, et dans toutes les traditions, on a parlé de cette énergie qui se trouve dans l'espace. On l'appelle Qi, ou Prana, ou Mana, où il est question d'apprendre à manipuler cette énergie. Je peux imaginer quelqu'un qui arrive à manipuler cette énergie si bien qu'il peut créer une relation en phase avec l'objet, et qui peut donc faire passer sa main à travers l'objet. Ce serait le cas par exemple des maîtres guérisseurs qui arrivent à faire passer leurs mains dans le corps de leur patient. C'est de cette manière qu'ils le font, si vraiment ils le font. Now, like what you have discovered, the many 64 techniques Dans vos découvertes, sur toutes ces choses qui interagissent ensemble, dans cette formation spécifique que vous nous avez montrée, je veux parler de la structure du vide. Quel rapport peut-il y avoir entre ce que vous avez découvert et la réalité telle qu'elle est perçue par les esprits éclairés et les mystiques? Ce sont des gens qui savent ce que l'unité de la vie signifie, sans obligatoirement connaître la structure du vide, ni en avoir besoin. C'est quelque chose qu'ils savent d'instinct. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de faire connaître au grand public vos découvertes? Est-ce pour que le public sache d'une manière scientifique ce que vous avez pu prouver? right. Well, like I said, many masters might have been able to manipulate. Bien, comme je l'ai dit, les maîtres ont depuis toujours été probablement capables de manipuler l'énergie du vide. En comprenant que tout cela ne relève pas d'un je ne sais quelque charabia ésotérique, en comprenant qu'il s'agit bel et bien de la physique de l'univers, de la manière dont fonctionne réellement l'univers, en comprenant cette physique, en comprenant les mathématiques derrière, ce savoir profitera à tout le monde. Les gens pourront comprendre comment ils influencent l'énergie du vide et comment l'énergie du vide les influence à son tour. Ils comprendront le mécanisme de tout cela. Et lorsque la communauté scientifique comprendra comment tout cela marche, on pourra développer de nouvelles technologies pour exploiter le vide et interagir avec lui, pour créer un champ gravitationnel afin que la lévitation ne soit plus réservée seulement à un maître quelque part dans une cave, mais qu'elle puisse permettre de faire voler un vaisseau spatial. Toutes ces choses que vous considéreriez comme étant le propre d'une civilisation avancée deviendront alors possibles. This seems to be still quite far away from us. Like Oui, mais nous sommes vraisemblablement encore loin de tout cela. Nous sommes loin de pouvoir léviter, par exemple, ou de disposer gratuitement de cette énergie dont vous parliez en abordant le sujet du vide. À votre avis, quand serons-nous en mesure de posséder de telles technologies? Et dans quelle mesure l'humanité est-elle préparée à prendre conscience du fait que nous pouvons effectivement aller beaucoup plus loin que nous l'avons fait jusqu'ici? Que nous pouvons disposer de l'énergie gratuitement, par exemple. Vous imaginez qu'on puisse disposer de l'énergie gratuitement? To that question, I usually give an example. If you were to go to people on that famous lake where the Wright brothers, Vous savez, quand on me pose cette question, je donne habituellement un exemple. Et je dis que si l'on devait aller voir les frères Wright sur la plage où ils ont fait voler le premier avion, et que l'on demandait aux gens qui habitaient par là-bas peut-être 2 semaines avant que les frères Wright n'aient réussi leur vol,
Imaginez qu'on leur disait, vous savez, dans 2 semaines, des gens vont venir ici avec une machine qui pèse des milliers de kilos, et rien qu'en faisant remuer l'air autour de cette machine, la machine va se soulever dans l'air avec ses milliers de kilos et des gens à l'intérieur. Les gens nous auraient regardés et nous auraient traités de fous. Ils nous auraient dit que c'était chose impossible et que si ça devait se produire, ça ne pourrait se produire que dans des milliers d'années. Et c'est ce que croyait réellement la majorité des scientifiques de l'époque, si ce n'est tous. Il y avait à l'époque beaucoup d'articles écrits par des physiciens de grande renommée partout dans le monde, qui prouvaient mathématiquement qu'il était impossible de lever une machine aussi lourde en l'air de cette manière. D'accord? Cela semblait impossible. Et pourtant, 2 semaines plus tard, l'événement s'était produit. C'est ça l'innovation. Ce qui semble impossible aujourd'hui devient possible le lendemain. Si je regarde notre société, si je regarde où nous en sommes, si je regarde notre physique, notre science et tout cela, je vous dirais que non seulement nous sommes extrêmement proches de ces nouveaux procédés, mais que quelques-uns existent déjà. Je veux dire que des inventeurs partout dans le monde ont rapporté avoir été capables d'extraire ou d'exploiter quelque peu cette énergie du vide pendant assez longtemps. C'est juste que ça n'a pas été encore possible de les appliquer à une grande échelle. Mais je pense que nous en sommes vraiment proches et notre monde est sur le point de changer de façon spectaculaire. Je sais que vous avez effectué de nombreux travaux sur les anciennes civilisations, mais nous, en tant que personnes appartenant au monde moderne, nous avons le sentiment, vous savez, ce qu'on appelle le champ morphogénique, ou l'inconscient collectif, comme l'appelle Jung. Nous avons le sentiment d'appartenir à la civilisation la plus avancée parmi toutes celles qui ont existé sur Terre. Mais à travers les recherches que vous avez faites et que vous avez partagées avec nous, en nous montrant des vidéos et autres, il semblerait que nous sommes loin d'être la civilisation la plus avancée qui ait existé sur Terre. Que pouvez-vous nous dire au sujet des anciennes civilisations qui ont eu peut-être une technologie bien plus avancée que la nôtre? Que pouvez-vous nous dire aussi au sujet du calendrier Maya? Car nous n'avons pas un calendrier galactique. Pas autant que je sache du moins. Alors que les Mayas en avaient un. Oui, et qui était très précis. Très précis, n'est-ce pas? Que pourriez-vous alors nous dire au sujet de ces anciennes civilisations qui étaient bien plus avancées que la nôtre? Pourquoi cette tendance à penser que nous sommes la meilleure civilisation qui soit? Il y a une certaine arrogance qui s'est développée durant les 150 dernières années. Car vous savez, avec la modernité, le développement industriel, nous avons atteint des réalisations techniques très très rapidement. Et donc, à un certain niveau... Horus, reviens. Voilà. C'est un entretien, tu sais. On a atteint un certain niveau de développement technique. Ok, Horus, je vais devoir me séparer de toi. Donc, durant les 150 dernières années, nous avons développé une certaine arrogance vis-à-vis des civilisations anciennes. Depuis la révolution industrielle, peut-être. Oui, avec la révolution industrielle et avec toutes les avancées techniques que nous avons réalisées durant les 150 dernières années, comme le fait d'aller sur la Lune ou d'envoyer des satellites, etc. Et du coup, nous avons cru que nous avions les connaissances les plus avancées de notre planète. Or, lorsque nous examinons l'Antiquité, on trouve toutes sortes d'anomalies. Et il ne s'agit pas que d'une ou deux anomalies, mais des milliers et des milliers d'exemples d'anomalies.
où l'on trouve des bâtiments avec des précisions et des matériaux incroyables, comme les pyramides et autres, où la précision, la quantité des matériaux, la taille des blocs, etc., ne peuvent en aucune manière être reproduites aujourd'hui, malgré toute la technologie avancée que nous possédons. Il y a des lieux où des roches qui pèsent plus de 1000 tonnes ont été déplacées sur des kilomètres à travers le désert, par-dessus les montagnes, etc. Chose qu'on ne peut pas faire même au moyen des plus grandes grues dont nous disposons aujourd'hui sur Terre. Il existe aussi des calendriers qui sont extrêmement précis et qui décrivent non seulement les cycles de notre planète autour du Soleil, mais aussi le cycle du Soleil à l'intérieur d'une galaxie, ce qui ne peut être le travail juste d'une personne essayant depuis la Terre de faire des calculs avec des petits bâtonnets ou quelque chose de ce genre. Et donc, il y a beaucoup de preuves, et j'ai moi-même fait beaucoup de recherches à ce sujet, prouvant qu'il y avait une connaissance très avancée, et qu'il est possible qu'il y ait eu une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre sur notre planète, avant le grand changement que de très nombreuses civilisations ont décrit comme étant le grand déluge. Et tout cela se serait produit il y a combien de milliers d'années? Il semblerait que la fin de cette civilisation remonte à quelques 10 000 ou 12 000 ans. C'est donc bien plus ancien que notre histoire écrite. Il y a une coupure qui s'est produite à ce point de l'histoire, une coupure due à la période glaciaire et à la fonte des glaces. C'est peut-être ça le grand déluge dont parlent les civilisations anciennes. Et c'est donc quelque chose qui pourrait nous arriver, étant donné que nous assistons à la fonte des calottes polaires et que nous connaissons beaucoup de changements climatiques. Sommes-nous sur le point d'assister à un autre de ces cycles de la destruction de la planète? Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, ces gens très avancés qui viennent de cette très ancienne civilisation nous ont probablement légué des calendriers qui nous parlent de ce cycle. Certes, le calendrier Maya et autres systèmes similaires qui nous viennent de ces anciennes civilisations laissent entendre que la Terre passe par des cycles de destruction et qu'une civilisation doit être consciente de ce fait. Cela dit, même d'un point de vue cosmologique, les planètes ne sont pas nécessairement des objets stables. Il y a, comme vous le savez, des météorites, des comètes, des éruptions solaires, des changements d'orbite. Il y a une dynamique et un mouvement constant. Il est certain que la stabilité de la surface d'une planète, ou même d'une atmosphère, nécessaire au développement d'une civilisation, est une stabilité qui est limitée dans le temps. Donc, que nous soyons dans un cycle de destruction, et je pense que c'est le cas, ou que le calendrier Maya et les autres calendriers soient exacts ou non, il est capital pour une civilisation d'apprendre à utiliser la gravité, d'apprendre à exploiter cette source d'énergie infinie qui compose tout ce qui nous entoure, pour pouvoir quitter le nid. Vous savez, la mère doit à un moment ou à un autre éjecter les petits du nid pour devenir des êtres universels et vivre dans l'univers au lieu de rester collés à la surface de la Terre, parce que c'est risqué. Comme vous le savez probablement, il y a beaucoup d'angoisse et de mystère autour de l'année 2012. Certains pensent que ça va être la fin du monde. Il y a eu tellement de marketing qui a été fait autour de cette date, en rapport avec le calendrier Maya, et il y a apparemment beaucoup d'hypothèses à ce sujet. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ça va se passer, cet alignement galactique. Car j'ai entendu des gens de la NASA dire qu'il n'y aura pas d'alignement planétaire,
à la date du 21 décembre 2012. D'accord, il n'y aura pas d'alignement planétaire. Je veux dire que notre Soleil ne s'alignera pas avec les autres planètes jusqu'à ne plus former qu'une seule ligne. Mais il y a un alignement galactique, celui de notre Soleil avec le centre de la galaxie. Qu'est-ce que cela signifie? Que va-t-il se passer? Et d'abord, je sais que c'est tous les 30 millions d'années que nous traversons l'équateur galactique. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Quel effet a tout cela sur notre planète et sur notre galaxie? Non seulement en termes physiques, mais également au niveau de notre conscience. Okay, well, there's a lot of things to unpack in there, okay? First of all, there is an alignment, but it is not Bon, il y a plusieurs choses à démêler dans ce que vous dites. D'abord, il y a bel et bien un alignement, mais il ne s'agit pas d'un alignement physique. C'est-à-dire que si l'on prend la galaxie comme point de référence, notre système solaire n'est pas réellement aligné avec le centre galactique. Mais si l'on prend une personne située sur notre Terre comme point de référence par rapport au centre galactique et au Soleil, il y a effectivement un alignement qui est en train de se produire. Car nous avons à vrai dire dépassé l'équateur galactique, c'est ce à quoi je voulais en venir. However, what was not so well understood is the galactic equator has a certain amount of thickness. Cependant, ce qui n'a pas été bien compris, c'est que l'équateur galactique a une certaine épaisseur. C'est très large, voyez-vous, comparé à l'équateur de notre système solaire. Et dans la physique que j'ai écrite, j'ai montré que les galaxies ont la forme d'un double tore. Un tore, c'est comme un beignet. Imaginez que vous posiez deux beignets l'un sur l'autre, et l'équateur a une certaine épaisseur. Vous pouvez vous le représenter comme deux feuilles de papier magnétique qui viennent l'une sur l'autre, comme ceci. Comme deux beignets qui viennent l'un sur l'autre. Et la Terre et notre système solaire se trouvent à ce niveau-là, entre ces deux feuilles de papier. En ce moment? Oui, en ce moment. Et je pense que le calendrier Maya a voulu établir la date à laquelle nous allons arriver à ce niveau-là, au niveau de la feuille supérieure. Et donc, d'après les recherches que j'ai faites et les calculs que j'ai faits, j'ai pensé que ça correspondrait à la date de 2012. C'est à ce moment-là que nous ferons ce saut, cette transition. And recently, satellites that we sent 30 years ago finally got out of the solar system, out of the heliosphere. D'ailleurs, récemment, des satellites envoyés dans l'espace il y a de cela 30 ans et qui ont enfin quitté le système solaire ou l'héliosphère de notre Soleil, c'est-à-dire une sorte de vent solaire qui projette des particules dans notre galaxie, d'accord? Ces satellites ont pu observer ce qu'il y a autour de notre système solaire pour la première fois. Et ils ont effectivement pu observer que nous sommes en train d'entrer dans un champ magnétique d'une densité supérieure, et que cela a des effets sur l'héliosphère de notre Soleil. Il semblerait donc exact que nous soyons en train de passer par une partie plus dense, plus intense de la galaxie en ce moment. Par contre, je crois que c'est tout à fait inexact de penser que c'est une affaire d'un jour bien précis. Je pense que c'est erroné. À vrai dire, quand vous regardez le calendrier Maya et toutes les informations qu'il contient, il est clair que les Mayas parlaient d'une période. Une période de 20 ans? C'est cela. Et la période en question a commencé aux alentours de 1995, 96, 97. À vrai dire, en 1997, quelque chose d'étrange a eu lieu. La Terre a commencé à s'élargir au niveau de son équateur, alors qu'auparavant, elle était plus étroite au niveau de l'équateur, plus ronde. Et on a pu remarquer qu'à cause de cet élargissement, il y a eu davantage de tremblements de terre, davantage de... Oui, c'est cela, davantage de tempêtes, mais aussi plus d'activités volcaniques, etc. Et je pense que nous nous approchons d'une époque
où ces phénomènes seront de plus en plus extrêmes au fur et à mesure que nous traversons cette densité plus importante, parce que cette densité compresse notre système solaire et elle change la dynamique de notre système solaire, de notre Soleil et de notre planète. Donc cette période va se chevaucher avec 2012, 2013, etc. Mais je pense que nous allons sûrement connaître un changement, une transition durant ces années-là, et ça continuera jusqu'à 2015-2016. Le fait que cette transition au niveau de notre galaxie et de notre système solaire survienne exactement au même moment que la transition que nous connaissons au niveau de notre conscience est quelque chose d'intéressant. Y a-t-il un lien entre les deux phénomènes ? C'est quelque chose de remarquable. Voyez-vous, quand j'ai écrit cette physique, je me suis rendu compte que tous les points doivent contenir les informations de tous les autres points dans l'univers. Et on a pu, à vrai dire, avoir la preuve que chaque atome est en communication avec tous les autres atomes de l'univers. Tout l'univers et pas seulement notre système solaire. C'est bien ça, l'univers entier. Les particules de l'univers entier sont connectées à travers des structures de trous de verre, à l'intérieur de la structure du vide qui connecte le tout. Et quand vous faites les calculs appropriés, vous obtenez toutes les bonnes réponses pour la masse du proton, par exemple, ou pour l'énergie, etc. C'est donc comme un hologramme où tout est organisé, extrêmement complexe. Et c'est cela qui est à l'origine de la vie, à vrai dire. C'est la raison pour laquelle la vie doit exister probablement partout dans l'univers, parce que c'est hautement organisé. Il y a un agent qui, partout, crée de plus en plus de complexité et qui est à l'origine de l'existence de la vie partout. Et on peut donc assimiler la vie à une grande danse coordonnée, même si elle peut nous paraître relevée du hasard. C'est exactement comme si vous aviez un beau tapis persan avec plein de motifs étonnants que vous regardez de près. Si vous faites ça, vous ne verrez pas les motifs. Ils vous paraîtront aléatoires. Vous verrez plein de couleurs et peut-être même des puces qui sautent partout, mais vous ne verrez pas le motif. Maintenant, si vous prenez du recul pour avoir une vision d'ensemble, vous verrez le motif et la façon dont il est organisé. Et c'est pour cela que nous pensons que la vie est le fruit du hasard. Parce que la complexité est si élevée qu'on n'arrive pas à la mettre dans des formules mathématiques. Il y a donc une danse étonnante, une coordination étonnante. Et il est en effet remarquable que notre système solaire puisse passer par une phase de transition au moment même où notre niveau de conscience est en train de passer par une phase de transition. Nous sommes faits de la même matière qui compose l'univers. Nous sommes faits d'atomes et nous interagissons avec tout ce qui existe dans l'univers. Cette conscience spécifique aux êtres humains, comparée au monde animal et les plantes, par exemple, si vous voulez, ma question porte sur le libre arbitre que nous pensons avoir. Puisque nous faisons partie de la danse de l'univers et puisque nous sommes tous connectés, comment est-il possible pour nous d'avoir effectivement un libre arbitre? Ne sommes-nous pas juste en train de danser individuellement, pensant que nous sommes en train de créer quelque chose, alors que nous ne faisons que réagir à une volonté plus grande de l'univers, à un mouvement plus ample qui nous pousse dans une certaine direction en tant qu'individus faisant partie d'un tout. Parce que visiblement, c'est l'humanité dans sa totalité qui passe par cette transition, en même temps que la planète qui fait aussi partie de l'univers. À votre avis, jusqu'à quel point notre conscience influence-t-elle ce qui se passe ou ne sommes-nous que de simples voyageurs dans cette traversée? C'est une très bonne question.
On peut dire qu'il y a deux choses à la fois. Je veux dire que ce sont les décisions collectives prises au niveau de l'univers qui produisent le flux. Donc, les décisions prises individuellement ont leur importance. Cependant, si un individu ou même un groupe d'individus prend des décisions qui vont à l'encontre du flux, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Et nous voyons ça dans la nature tout le temps. Voyez-vous, les choses qui ne marchent pas, les choses qui deviennent obsolètes, sont habituellement éliminées par la nature. Et au fond, c'est un peu ce qu'on a fait avec notre civilisation. Nous avons essayé d'aller à l'encontre du flux de la nature, à l'encontre de la grande cohérence de la nature, à l'encontre des systèmes autosuffisants et collaboratifs de la nature. Et nous sommes devenus très destructeurs. Nous avons détruit notre environnement très rapidement, en seulement 150 ans d'industrialisation. Et vous savez, nous sommes sur le point d'être anéantis par la nature, car celle-ci ne va pas tolérer longtemps cette destruction. C'est donc l'occasion pour nous de nous rendre compte qu'il y a un flux fondamental avec lequel on peut entrer en harmonie et que ce faisant, nous pouvons avoir accès à une quantité infinie d'énergie et un énorme soutien de la part de la nature elle-même. Donc, vous savez, vous pouvez aller à l'encontre de flux et vous avez peut-être eu cette expérience dans votre vie personnelle. Et d'habitude, nous n'obtenons pas de bons résultats. C'est donc un virage à 180 degrés qu'il faut opérer. Mais qui décide du timing? Nous, les humains, sommes allés, par exemple, à l'encontre du flux pendant les 2000 ans d'histoire écrite, et nous avons construit de nombreux fondements qui vont à l'encontre du flux. Nous avons cru à certaines vérités, et maintenant nous n'y croyons plus. Mais pour combien de temps encore continuerons-nous à construire des systèmes d'idées qui vont s'avérer être faux, comme on l'a fait pendant 2000 ans? Mais aussi le fait que nous soyons à l'aube d'un changement, le fait que la plupart des gens soient maintenant curieux et pensent de façon indépendante, le fait qu'ils n'aient plus besoin d'une autorité pour les gouverner, le fait qu'ils soient indépendants et qu'ils n'aient plus besoin de gouvernement ni de religion, le fait aussi que les choses changent dans notre système solaire puisque nous remontons la spirale et que tout cela coïncide avec le changement de conscience humaine et celui de la Terre. Est-ce que cette conscience nous vient d'une autre race vivant dans le cosmos et qui veut nous aider à ouvrir les yeux? Je pense que c'est l'association des deux. Nous sommes allés loin dans la destruction, la compétition, les guerres et toutes ces choses. Et à travers la souffrance, nous avons appris beaucoup de choses sur nous-mêmes et peut-être sur ce que nous devons faire dans l'avenir et sur ce que nous ne devons pas faire. Ça, c'est le facteur interne. Mais il y a en même temps des impératifs externes qui sont là et qui nous poussent, nous secouent, si vous voulez, et nous disent « Eh, réveillez-vous, les choses sont sur le point de changer. » Et les gens ressentent cette obligation de changement. C'est donc l'association de ces deux facteurs qui est en train de nous pousser vers un bouleversement total. Et d'après le calendrier Maya, il semblerait bien que nous sommes à un moment approprié de l'histoire pour que des changements s'opèrent. Et en effet, je parlais à des anciens d'une tribu Maya qui me disaient que l'année 2011 serait, d'après leur tradition,
la première année où des changements climatiques s'intensifieraient. Le calendrier Maya pour 2011 a commencé le 10 mars, ce qui correspond au grand tsunami au Japon, etc. Le calendrier était incroyablement précis car effectivement ce cataclysme nous a amené à connaître un tout autre niveau de changement. Oui, et maintenant, avec la mondialisation, ce qui se passe au Japon nous touche également d'une façon ou d'une autre, car nous traversons un moment vital. Oui, et nous avons également appris que notre approche de la technologie et de l'ingénierie nucléaire, comme le fait de construire des centrales nucléaires sur des failles en face d'un océan, est une approche naïve et qu'on doit faire bien mieux. C'est pour ça que l'Allemagne a abandonné le nucléaire. Oui, et d'autres pays aussi. Au moins, on a gagné un peu en sagesse. Nous sommes faits du vide. Nous sommes faits d'atomes qui sont infinis, qui ne se touchent pas. Donc, d'une façon ou d'une autre, nous sommes vides. Et le vide est la base de tout. Tout a surgi du vide. C'est tout à fait vrai et c'est pour cela que de nombreux maîtres demandaient aux gens d'aller à l'intérieur, vers ce lieu de quiétude, au centre de leur conscience, parce que c'est là que se trouve le lien vers le reste de l'univers. C'est le lien vers toute la connaissance, vers Dieu si vous voulez. En tant qu'être humain, nous avons, dans nos sociétés modernes, développé davantage notre ego et notre personnalité que notre esprit. Et nous sommes plus absorbés par le monde extérieur que par le monde intérieur de façon générale. Si ce que vous dites est l'essence de la création, pourquoi avons-nous tous ces obstacles, ces caractéristiques humaines comme l'ego et la personnalité, qui nous empêchent de vivre dans ce centre, d'être cela? C'est principalement à cause de notre éducation et parce que nos sociétés ne sont pas encore à un stade avancé de leur évolution. Nous avons perdu contact avec ce sens profond, ce savoir profond. On nous a appris que tout est extérieur à nous, que nous sommes séparés de tout le reste, et c'est sur ces bases que nos sociétés se sont formées. Nous sommes de ce point de vue comme des adolescents qui ne savent pas encore tout. Nous n'avons pas encore tout compris, même si des maîtres sont venus nous expliquer tout cela. C'est la raison pour laquelle la physique est si importante, car dans des sociétés comme les nôtres, nous avons besoin de mathématiques et de physique pour nous expliquer justement comment tout cela marche scientifiquement et pour que nous ayons des bases sur lesquelles nous pouvons construire une civilisation différente. Ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est de rapprocher la science de la religion, ou la science du mysticisme, pour être plus précis. Car dans une société habituée à utiliser davantage son cerveau gauche, les gens ont besoin de preuves rationnelles et scientifiques pour valider ce que les mystiques ont toujours dit. Et grâce à vos formules mathématiques, vous avez justement pu prouver qu'après tout, nous ne formons qu'une seule entité. C'est vraiment formidable. Oui, en effet, tous ces êtres avancés qui nous ont parlé de tout cela avaient raison et nous avons maintenant les formules mathématiques qui nous montrent pourquoi tout cela est vrai et comment ça marche. Nous avons les formules mathématiques et physiques qui nous permettent de comprendre les mécanismes derrière tout cela et d'expliquer pourquoi tout est connecté et ne forme qu'une seule entité. Et grâce à ces mécanismes, nous pourrons transcender notre civilisation. Il y a quelque chose qui me vient à l'idée.
Vous êtes, pour la société conventionnelle et scientifique, ce que l'ego est pour les êtres humains, dans le sens où vous avez pu tout chambouler pour pousser les gens à penser différemment. Vous avez aussi fait plusieurs travaux sur la méditation. Et on peut dire que l'ego existe probablement en tant qu'obstacle, pour nous aider justement à comprendre qui nous sommes vraiment, et non pas pour que nous y résidions. C'est un simple outil. Mais le problème est que nous nous sommes identifiés à l'outil, au lieu de nous identifier à l'essence de la création même. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, c'est comme lorsqu'on apprend à marcher. On tombe forcément. Et vous avez besoin de tomber pour apprendre à marcher. Et donc, vous savez, l'ego et les fausses conceptions, ou ce que j'appellerais le voile, sont des éléments cruciaux qui nous poussent à évoluer, à nous transformer, à atteindre des vérités plus profondes et à dépasser notre ancien système de pensée. C'est toujours quelque peu difficile et laborieux. Ça fait partie de l'être humain, car nous n'apprenons qu'à travers les crises que nous connaissons ou les souffrances que nous endurons. Oui, et vous voyez ça partout dans l'univers. Ce n'est pas réservé juste à l'être humain. On voit des galaxies qui entrent en collision. Il y a de la destruction en même temps qu'une étonnante construction. Ça fait donc partie du cycle de l'évolution. Et jusqu'à quel point nous allons devoir aller dans la destruction avant de comprendre la leçon, ça c'est à nous de décider. Je pense que l'univers nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour connaître l'abondance la plus totale, l'épanouissement au sein de l'univers et pour réduire la souffrance au strict minimum. Justement, au sujet de la souffrance, nous savons que le positif va toujours de pair avec le négatif, comme la lumière va toujours de pair avec l'obscurité. Nous avons donc besoin des deux pôles, qui peuvent cependant s'annuler s'ils atteignent leur point de singularité. Vous avez raison, mais il y a une infinité de niveaux entre la lumière et l'obscurité. Et même si l'on pouvait dépasser ce niveau de difficulté maintenant, même si l'on pouvait atteindre un autre niveau où tout le monde prendrait soin de tout le monde, où les enfants ne mourraient plus de malnutrition, à un niveau où l'on aurait une énergie infiniment abondante et où l'on pourrait voyager dans tout l'univers, il n'en reste pas moins que nous aurions quand même des défis à relever et des difficultés, mais ce sera à un niveau différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sera jamais aussi effroyable que le fait de mourir de faim ou de choses pareilles, mais il n'en reste pas moins que la vie continuera à évoluer, tout comme l'univers est en évolution constante. Il est constamment en train d'apprendre sur lui-même. J'ai justement deux questions pour vous à ce sujet. D'abord, quand vous parlez de l'univers, à quoi faites-vous référence? Je fais référence au tout. Un physicien ou un astrophysicien parlerait de 10 puissance 28 cm. Il parlerait de l'univers comme d'une bulle. D'accord? Je pense que l'univers a la forme d'un U majuscule. Je veux dire que nous nous trouvons dans une bulle qui fait partie elle-même d'une bulle plus grande, qui elle-même fait partie d'une autre bulle plus grande et ainsi de suite. Quand je parle de l'univers, je parle de tous les multiples univers qui existent. Et quelle est la source de l'univers? Comment a-t-il vu le jour? C'est une question vraiment profonde. Lorsque je travaillais sur mes calculs qui m'ont amené aux découvertes que j'ai faites, et alors que j'essayais de mettre en place des concepts pour expliquer l'univers, je suis arrivé à un point où j'ai dû me poser la question du commencement de celui-ci. Et ce fut probablement l'un des moments les plus difficiles de mes recherches. C'était des semaines de travail. J'étais ici même quand ça s'y produit.
Je vivais dans une caravane et faisais de l'escalade tous les jours. J'ai même dû arrêter de travailler car je ne pouvais plus étudier pendant presque 3 semaines ou au moins 2. J'ai dû pendant ces semaines-là intégrer en quelque sorte le fait que peut-être il n'y a jamais eu cette histoire de qui, de l'œuf ou de la poule, qu'il n'y a jamais eu de commencement et qu'il fallait se détacher de ce concept qui est un concept humain. Peut-être qu'il y avait, me disais-je, des cycles à l'infini qui remontent à un passé infini et se prolongent dans un futur infini, sans qu'il y ait jamais eu un commencement. Nous pouvons néanmoins comprendre la dynamique derrière tout cela au niveau le plus profond. Je veux dire qu'on peut comprendre la création de la matière ou celle de l'univers et tout cela. Nous pouvons comprendre quand l'univers a commencé, comment il est arrivé là, mais ce n'est qu'une bulle à l'intérieur d'une bulle plus grande, qui se trouve elle-même dans une bulle plus grande. On peut donc parler d'une infinité de commencements. Donc, de la même manière qu'on peut sonder à l'infini l'intérieur d'un atome, on peut donc sonder indéfiniment l'univers. C'est tout à fait vrai, et c'est là le miracle de tout cela. Et le mystère où s'arrête l'univers reste entier. Where do you think that human beings have had the need to believe in the existence of a higher power, a God, or a logos, like a God, that makes us believe that there is... D'où vient alors ce besoin chez les humains de croire en l'existence d'un super-pouvoir ou d'un Dieu, de croire qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, alors que nous n'avons tout simplement pas compris de quoi il s'agit exactement? Pourquoi avons-nous été programmés pour ressentir le besoin de croire en ça? Si nous sommes le reflet de l'univers, avec tous ces atomes remplis d'informations contenues déjà dans le monde et l'univers, il doit exister alors des informations dans notre code génétique et dans nos atomes, une sorte de conscience globale qui est à l'origine de nos pensées sur Dieu. Autrement, pourquoi on créerait des idées pareilles? That's a really good question too. I think that's because there's internally, because of this connection. Ça aussi, c'est une très bonne question. Je pense que c'est à cause de notre connectivité. Nous ressentons intérieurement qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand qui manipule toute cette évolution. Je veux dire que nous faisons partie d'un plus grand mécanisme qui coordonne le tout, qui aime toute sa créature et qui est présent partout dans sa création. Un mécanisme omniscient, omniprésent et ainsi de suite. C'est donc un sentiment qu'on ressent intérieurement et on l'appelle Dieu. Parfois, nous l'assimilons même à un être humain car nous pensons avec des mots. Mais je pense que c'est ça la raison, car intérieurement, nous savons que nous faisons partie d'un mouvement plus large. Et je pense que maintenant nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas du Dieu des religions ou de ce Dieu-ci ou de ce Dieu-là. C'est en réalité la totalité des multiples univers connectés au tout. La conscience de Dieu est partout. Now, what comes to mind now is that something about the singularity point again. If that is the source of the spiraling... Une idée me vient à l'esprit de nouveau au sujet du point de singularité. Si la singularité est la source des mouvements en spirale dans leur polarité opposée, et on parle ici du point zéro, serait-il raisonnable, en quelque sorte, de dire que la conscience de Dieu trouve son origine dans ce point de singularité? That's right, absolutely. That would be like the link. You know, that would be like C'est tout à fait vrai. Le point de singularité est une sorte de lien, une sorte de relais où la totalité des réseaux d'informations se rejoignent. C'est pour cela que lorsque nous dirigeons notre attention vers l'intérieur, vers notre point de singularité, lorsque nous atteignons ce point, nous ressentons un sentiment d'éveil, ou ce que les maîtres appellent le nirvana, ce sentiment de grande joie, ce sentiment d'être soutenu et aimé par l'univers tout entier, ce sentiment d'avoir la réponse à toutes les questions. Et donc, je pense que c'est effectivement très, très important. Pensez-vous que l'univers émet des pulsations comme celles émises par le cœur? Tout à fait. I have had a feeling and a need to, when I go inside, to connect with the universe pulse, the universal pulse. Like by connecting with the universal pulse, even though I might not... Car j'ai parfois le sentiment
qu'en dirigeant mon attention vers l'intérieur, je pourrais me connecter aux pulsations de l'univers. Et que si je le faisais, même si je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, je saurais ce qu'il est de mon devoir de faire. Pensez-vous que les humains doivent se connecter à ces pulsations à un moment où nous passons par tant de changements qui font si peur aux gens? Yeah, actually, going towards the singularity, going towards the center, is like going towards a place where, À vrai dire, aller vers le point de singularité, aller vers le centre, c'est comme pénétrer un lieu d'une grande stabilité. Vu le grand chaos que nous connaissons aujourd'hui, revenir au centre, c'est comme aller au centre d'un tourbillon où il n'y a pas de tourbillonnement. C'est se centrer, et ça c'est capital. Et l'univers émet effectivement des pulsations avec toutes les énergies de l'univers. Et donc, aux abords de la singularité, ces pulsations existent. Mais en allant vers le point de singularité, vous entrez en harmonie avec les pulsations naturelles de la vie. Et cette pratique a des effets spirituels positifs sur vous, mais elle est également bénéfique sur le plan physiologique. Lorsque nous dirigeons notre attention vers l'intérieur lors de la méditation, lorsque nous regardons à l'intérieur, nous nous rendons compte que cet intérieur n'a pas de limite, comme c'est le cas pour notre corps physique, mais que c'est quelque chose d'illimité, sans fin. Car lorsque nous fermons les yeux et regardons à l'intérieur, nous n'avons pas nécessairement conscience des limites ou des frontières de notre corps physique. Et nous nous rendons compte alors que nous sommes aussi infinis que l'univers lui-même. C'est vrai, car on peut diviser un être humain à l'infini. Et en effet, vous pouvez atteindre l'infini en vous pendant la méditation. Les gens me posent la question et me disent « je n'arrive pas à visualiser l'infini ». Et la raison, c'est parce qu'ils essaient de visualiser l'infiniment grand, mais en réalité, vous pouvez expérimenter l'infini à l'intérieur de vous-même. Je voudrais vous interroger de nouveau sur les recommandations que vous faites aux gens dans ces temps de changement et de chaos. Quelle serait pour les gens la chose la plus importante à faire? Prendre le temps d'aller vers la singularité, même si ce n'est que 10 ou 15 minutes tous les jours. Le fait de diriger votre attention vers l'intérieur, d'aller au centre de votre existence. Vous voulez dire pour retrouver le vide, le silence, le milieu de l'ouragan. Pour la plupart des gens, la vie ressemble à un ouragan. Et donc, si on voit au milieu de cet ouragan, on se sent en paix. C'est cela. La paix et la joie résident dans ce centre. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? On acquiert un sentiment de joie, un sens du moi. On découvre qui nous sommes vraiment. Nous découvrons ce qu'est notre dharma, ce qu'est notre mission. Diriger son attention vers l'intérieur peut aussi mettre fin aux mauvaises conceptions que nous avons sur nous-mêmes, sur le monde et tout cela. Mais aussi, lorsque nous sommes dans le tourbillon parce que nous avons passé une mauvaise journée, si nous avons pris l'habitude d'aller au centre de nous-mêmes tous les matins, nous pouvons plus facilement y retourner et nous retrouvons alors ce centre en l'espace de quelques secondes. Par contre, si nous n'avons pas l'habitude d'aller vers ce centre, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est. Étant donné que nous avons des idées préconçues sur qui nous sommes, et étant donné que nous nous identifions bien plus facilement à ce que nous pensons être plutôt qu'au vide, ou au point de singularité à l'intérieur de nous, comment pouvons-nous alors, grâce à ces pratiques, faire la différence entre qui nous pensons être et qui nous sommes réellement? I think that, when you go towards center, you reach and you'll reach deeper and deeper sense of it. Je pense que lorsque vous allez au centre de vous-même, vous acquérez un sens de plus en plus profond de votre moi réel. Dans la méditation que j'enseigne lors de mes séminaires, j'apprends aux gens comment suivre le flux du vortex jusqu'au centre. Et ils commencent alors à découvrir l'essence de leur être.
Ils retrouvent même des souvenirs lointains et ressentent des sentiments qu'ils avaient alors qu'ils n'étaient qu'enfants. Et lorsque nous découvrons qui nous sommes vraiment, nous nous débarrassons petit à petit de tout ce que nous avions accumulé. Nous tombons les masques et devenons conscients des comportements que nous avions inconsciemment adoptés jusqu'alors comme outil de survie dans ce monde de fou qui est le nôtre. Et du coup, quand toutes ces choses tombent, nous devenons plus authentiques. Mais également, les capacités que nous avions en nous et que nous ignorions peut-être peuvent aussi remonter à la surface. Il y a quelque chose que j'ai toujours senti depuis longtemps. Je veux dire, je sais que vous êtes un scientifique. Alors, ne prenez pas ce que je vais vous dire de façon personnelle. J'ai toujours senti que la science-fiction a toujours eu de l'avance sur la science en tant que telle. Always. I was not crazy about thinking that. No, always. Science fiction is always ahead of science. You can see it in history all along. Ça a toujours été le cas. Or most of La science-fiction a toujours eu de l'avance sur la science. in our evolution were in Tout au long de l'histoire, toutes les inventions techniques, ou presque, que nous avons connues tout au long de notre évolution, ont d'abord existé en tant que contes, entre guillemets, avant de devenir une réalité. really sad. They should know this. That Et c'est quelque chose qui n'est pas enseigné aux étudiants ni en sciences, et c'est triste car c'est un fait qui devrait être connu. Le fait que les découvertes, les inventions et le dépassement des idées anciennes sont le produit de l'imagination. Ils viennent d'un sentiment viscéral, things are like un sentiment qui nous fait dire que la réalité des choses est peut-être différente de celle que nous connaissons. investigate if that's true. La science est vraiment bonne lorsqu'il s'agit de vérifier et de mener des recherches. Mais le point de départ des découvertes, c'est notre intérieur. C'est pour cela qu'Einstein disait que l'imagination était plus importante que la réalité. Et je ne fais que le paraphraser ici, mais effectivement, l'innovation trouve sa source dans notre intérieur d'abord, avant d'être confrontée à la réalité pour être validée. Mais c'est à l'intérieur que ça commence. Et donc, quelqu'un qui écrit une histoire sur un voyage à travers la galaxie, par exemple, va devoir imaginer à quoi ressemblerait son vaisseau spatial et quel genre de propulsion va-t-il devoir utiliser et ce genre de choses. Et puisque nous sommes connectés au reste de l'univers, cette personne va finir par avoir une idée du mécanisme qui va permettre au vaisseau de voyager à travers la galaxie. Et le résultat se rapprochera probablement alors de ce qui existera effectivement dans le futur.